Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, nouveau Ioniq 28 Challenge. Aujourd'hui, la voiture qu'on essaye, la voiture dont on va mesurer les consommations et essayer de calculer les autonomies, c'est là. Polestar 4 en version long range propulsion. C'est de plus en plus long les noms de bagnoles. Ouais. Fiche technique. Est-ce que vous êtes prêts pour la fiche technique de la Polestar 4 Long Range Propulsion? C'est parti. 620 km, 94 kWh, NMC au roues arrière, 370 chevaux, 343 Nm, 7,4 secondes, 180 km/h, 2305 kg, 22 kW, attention son option sinon c'est 11, 200 kW, 31 minutes, 61 800 € et 69 700 € et je plains ceux qui regardent la vidéo en x2, parce que là ça doit être dur à comprendre quand même. Premièrement, je suis malade, je crois même que j'ai le Covid. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se partager les bagnoles. Moi, je vais rester dans ma Ioniq 28 et Alex dans sa... Restez loin de toi. Voilà, loin de moi, dans sa caisse. Le second problème, c'est qu'on va pas faire d'autopilote challenge, parce qu'on va pas être ensemble dans la même bagnole. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire les épreuves vite fait, et je vous donnerai le résultat, et je mettrai le classement, je la mettrai dans le classement. Ouais. Parce qu'elle est quand même pas mal, je pense qu'elle va avoir une bonne note. Donc, Elle mérite voilà. d'être classée. Voilà, je vous donnerai les Ça notes. se voit que je me tiens loin exprès ou pas? Donc, le Ioniq 28 Challenge, qu'est-ce que c'est? Bah dis-le, tiens. Allez, l'Ioniq 28 Challenge, c'est un test de consommation. On va rouler avec la voiture en ville, sur route et sur autoroute, voir les consommations ville, route, autoroute. Avec la Ioniq 28 qui est le véhicule témoin qui va être là pendant le parcours et qui a été là dans tous les autres parcours des autres voitures, ce qui permet de comparer les voitures comme si elles avaient toutes roulé en même temps le même jour. Donc là, c'est vraiment pas une comparaison directe, c'est vraiment un véhicule témoin. Il a fait ça parfaitement bien. Moi, je m'en vais. Bah non, justement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne EV parce que plus on a d'abonnés, plus c'est facile d'avoir des voitures. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne d'Alex, la chaîne HomeTech. Sur tout ce qui est solaire, batterie, voilà, HomeTech quoi. Tous les liens sont dans la description. Comme tous les Ioniq 28 Challenge, cette vidéo elle est un peu longue, mais elle est chapitrée. Vous pouvez sauter directement à la partie qui vous intéresse. On vous en voudra pas du tout en vérité. Surtout qu'on le saura pas. Donc, Ouais, voilà. Mais vous ratez quelque chose. Bon, moi ce que je te propose, c'est que tu montes à l'intérieur et que tu commences à présenter tout ça. L'intérieur, les... Quoi? Ouais, non, c'est bien. On Ok. se fait la bise avant que tu partes ou Non, pas? c'est bon, ça va aller. Allez, c'est un câlin. Allez, bon. Allez, à plus. Oh, il est chiant. Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de La Teste de Buch et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé est très faible et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation. Bon, allez, bon, déjà, on va se mettre en condition Ioniq 28 Challenge. Donc, température à 22. Là, je suis en auto. Hop. Au niveau des modes de conduite, bah là, ça va aller vite parce qu'en fait, il n'y a pas de mode de conduite. Bah là, il y a juste le mode vitesse extra lente, mais en fait, c'est le mode rampage. D'ailleurs, j'ai pas testé, mais je pensais ça. Hein. Ouais. On peut regarder les menus à cet endroit-là et on peut voir qu'il y a beaucoup de tuiles pour au final pas grand-chose. Parce que quand on clique dessus, bah, c'est juste pour dire oui, non. Enfin, pourquoi ouvrir une fenêtre complémentaire juste pour ça? Pareil, la contrôle descente, bah oui, non. Enfin, ça n'a aucun sens en fait. Et après, sensation du volant, on peut le mettre en léger, standard, ferme. Et le one pedal, soit on le désactive, soit on le met en faible, soit on le met en standard. Quand on le désactive, en fait, on le désactive pas vraiment. Parce que si on n'a pas mis le mode extra lent, bah on a quand même du one pedal. C'est juste qu'il y a une régénération qui est quasi nulle. Par contre, elle va quand même jusqu'à l'arrêt complet. En faible, on a un peu plus de régène, mais on va toujours jusqu'à l'arrêt complet. Et standard, on a encore plus de régène et on va jusqu'à l'arrêt complet. Et si je voulais pas avoir de one pedal, vraiment que la voiture ne démarre pas quand je lâche le frein, bah là je mettrais vitesse extra lente en on et là du coup bah là ça ferait du rampage. Et au niveau du tableau de bord central, directement sur le volant, quand on clique sur la flèche du haut, bah en fait ça passe avec 3 niveaux. Et d'ailleurs on voit que là je vais cliquer sur le bouton, hop, ça le change également sur l'écran central. Donc on peut le changer directement en accès rapide ici à tout moment quand on conduit. Et pendant que j'y suis, bah, il y a aussi le petit bouton en bas là qui est bien pratique, c'est celui qui permet de désactiver les alertes de survitesse. Il fait 22 degrés, donc on est bon, on est entre 18 et 25. Bon, sinon, au niveau de la présentation générale de l'application de la voiture, donc on a un Android automotive donc avec Google Maps qui est intégré. Donc on a moitié-moitié comme ça, mais qu'on peut hop, déplacer. Alors c'est pas toujours très pratique. On peut le mettre en 3/4, 1/4 ou carrément full screen. Hop. Donc là ici on a des tuiles qu'on peut personnaliser. Si je reste appuyé dessus, je peux voir les différentes tuiles qui sont disponibles que je peux déplacer. Par exemple, si je veux mettre Google Maps ici, je pourrais le faire. Voilà, on peut un peu personnaliser son interface un peu comme on le souhaite. Donc là, j'ai mis moi YouTube Music, mais on peut très bien mettre Apple CarPlay, on peut mettre Spotify, enfin on peut mettre toutes les applications disponibles dans le store. D'ailleurs, les applications dans le store, si on va ici, on peut faire application, télécharger des applications. Et là, on peut directement rechercher. Par exemple, je tape Spotify, chercher. Et là, on peut installer. Voilà, et je peux cliquer sur installer. Donc là, c'est vraiment toute la puissance Android automotive. On a tout un catalogue d'applications qui sont disponibles et qu'on peut installer et en fonction de ses préférences, si elles sont disponibles dans le store forcément. Donc là, au niveau des tuiles, on peut personnaliser comme ça. Il y a une tuile d'ailleurs qui est là pour faire des raccourcis. Là, j'ai zoomé un peu hop, sur la tuile. Donc là, par exemple, ici,
on peut mettre tout un tas de raccourcis. On peut mettre voilà, verrouiller les sièges enfants, les rétroviseurs, les modes, etc. Enfin, on peut mettre tout un tas de raccourcis disponibles. Et ici, on a également une application, enfin une tuile qui permet de mettre ses applications favorites. Après, c'est personnalisable, hein, on fait vraiment un peu comme on veut. Donc ça, c'est plutôt sympa. Au niveau des menus rapides, hop, ici, on a donc les raccourcis rapides pour régler le volant, les rétroviseurs, etc. On a les menus conduite, les menus d'assistance pour tout ce qui est maintien dans la voie. Le menu charge, où là, il est très réduit, parce que par exemple, il n'y a pas de possibilité de préconditionner manuellement. On peut juste ouvrir la trappe de charge et changer la limite de charge de 50 à 100%, mais c'est tout. Voilà, le son, l'extérieur, l'intérieur pour l'éclairage, et après les paramètres directement du profil. Et d'ailleurs, dans les paramètres du profil, là, c'est ça qui est aussi top avec Android Automotive, c'est que vous pouvez directement relier votre compte Google, et là, vous avez directement, les informations ici, domicile que j'ai, c'est celle de mon compte Google à moi. On voit d'ailleurs mon icône ici. Donc c'est là où on se retrouve comme si on avait son téléphone dans sa voiture sans avoir son téléphone. Et ça, j'avoue que pour le coup, ça j'apprécie pas mal. Maintenant, si on attaque un peu l'habitacle, donc là, on peut voir que c'est quand même des beaux matériaux. Ça fait plutôt, comment on pourrait dire, épuré, premium, sans en faire trop. Il n'y a pas vraiment de faute de goût, c'est très classe. Là, on voit les sièges, ça respire quand même on voit JC là-bas. Ça respire la qualité, ça fait sport, classe, bien fini. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, il y a un design très carré. On voit les enceintes par exemple là, carrées, les accoudoirs carrés, mais tout se mélange bien. Il y a juste un truc que je trouve un peu dommage, on le verra peut-être sur la route, c'est cette matière-là, qui a tendance à faire des reflets dans le pare-brise. Et on a l'impression d'avoir un pare-brise qui est un peu comme sale, comme s'il y avait de la poussière dessus, alors qu'en fait, c'est juste ça qui fait des reflets dessus. Et on a un toit panoramique qui malheureusement n'est pas occultant et il n'y a pas de système pour l'opacifier. Et également, oui, ça c'est important de le dire parce que c'est un peu la spécificité de la Polestar 4, c'est que là le rétro, si je le mets comme ça, on peut voir, je sais pas si on voit, hop, je sais pas si on va réussir à voir. Non, on va pas réussir à voir, mais en fait, c'est simple. Derrière, il n'y a pas de vitre. Donc, dans le rétro, à part se regarder dans le miroir, ça sert à rien. Donc, il faut mettre la caméra. Et là, ça c'est d'ailleurs un petit défaut quand même, parce que ça a un intérêt, c'est pouvoir regarder ses enfants. Oui, voilà, c'est que là tu peux regarder tes gosses et hop, voilà. Le défaut du rétro caméra, c'est pour les personnes qui ont la quarantaine passée, je dirais, qui commencent à plus voir bien de près. De près, du coup, c'est flou. Du coup, faut se reculer comme ça pour regarder dans le rétro. Sinon, si on a des lunettes progressives, souvent le progressif il est en bas, donc du coup, faut faire comme ça. Surtout que c'est pas une voiture pour les gens de 20 ans, quoi. Oui, donc bon. Ah si, un petit truc que je peux vous montrer encore, c'est au niveau de la clim. C'est qu'on a un système on va dire à la Tesla, parce que c'est un peu qu'on lançait le concept. Parce qu'il n'y a pas de manette pour régler le flux d'air où on veut le mettre, si on veut l'ouvrir, le fermer. Là, c'est directement sur l'écran. Et là, voilà, on oriente, c'est plutôt intuitif. Et quand on double-clique dessus, ça coupe le flux d'air. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ah si, je peux quand même montrer ça. C'est que là, au niveau de l'affichage, on a soit l'affichage où on voit les ADAS, soit un affichage complètement épuré, soit un affichage où, là, on voit une carte qui est apparue sommairement. Et là, mais il n'y a rien. Et en fait, il n'y a rien parce qu'en fait, ici, il n'y a pas de destination. Alors que si je mets une destination, donc là, je vais mettre domicile, je vais faire démarrer. Et là, hop, là, Google apparaît. Et là, je trouve le combo est vraiment pas mal parce que ici, on a l'itinéraire, vraiment la prochaine étape à faire, tourner à droite, la carte vraiment zoomée. Et ce que j'ai trouvé sympa, c'est ici de le mettre en mode vue globale. Du coup, on voit tout le parcours. Alors, on peut aussi le mettre en vue identique que sur le tableau de bord, mais je trouve que c'est plutôt pas mal de le mettre comme ça parce que du coup, on a une vue vraiment globale du parcours. Et dans le tête haute, on a vraiment la prochaine étape, quoi. Donc, moi, le trio, je le trouve vraiment parfait. Et au centre, là, on a une petite molette de volume. C'est plutôt pas mal. Et le play mute, juste en tapant dessus. Ici, on a le chargeur induction. Ici, un petit range gobelet pour 2 gobelets avec une petite trappe. Et là, un petit vide-poche avec 2 ports USB. Et également, derrière, on a encore 2 ports USB en dessous. Voilà. Et un rangement juste là. Et donc là, le sélecteur de R&D, maintenant, on va le dire comme ça. Donc, c'est un levier directement ici, on va dire comme Tesla, on va pas dire comme Tesla, mais comme beaucoup de voitures électriques maintenant. Donc là, on va vers le bas, ça met drive. On va vers le haut, c'est marche arrière. Et on a un bouton P, ça on l'aime le bouton P, hop, qui remet en P et qui serre le frein à main. Et pour sortir de la voiture, alors là c'est pas un bouton comme sur certaines voitures maintenant, c'est vraiment une poignée physique. On lève et voilà, on ouvre la porte. Et ce qui est sympa, c'est que c'est des portes sans montant. C'est bien, j'ai vachement bien personnalisé la voiture juste avant de te la rendre. C'est bon, je suis prêt à pouvoir rouler en délit maintenant, c'est bon. On remet à 0.
Allez, alors je me suis fait un petit raccourci ici, comme ça évite de le faire sur le tableau de bord. Alors moi, je voudrais juste préciser que cette voiture coûte 61 800 € dans sa version brute, mais brute, elle est très très mal équipée quand même. Pour une voiture de ce standing, je trouve ça vraiment un peu naze. Et il faut prendre un pack à 1005 pour les aides à la conduite. Enfin, il y a un régulateur de vitesse adaptatif, mais si tu veux le maintien dans la voie, c'est 1005. Et après, il y a un pack plus. Alors là, le pack plus, il apporte vraiment beaucoup de choses. Il coûte 5000 €, mais il apporte les enceintes Harman Kardon. Là, je prends ma fiche. D'ailleurs, le son est plutôt pas mal, faut avouer que j'ai bien aimé. Il apporte le head-up display, donc le tête haute, la déco intérieure avec les côtés super jolis, les lumières dedans et tout. Le logo sur le capot qui est éclairé, les feux Matrix, les Matrix LED c'est en option. Le hayon où tu passes le pied dessous qui s'ouvre tout seul. L'écran à l'arrière, les sièges avant avec la fonction d'accueil, le volant et les sièges arrière chauffants, la clim 3 zones et le chargeur 22 kW, donc ça c'est 5000. Et si tu prends le pack Prime, ça fait le pack pilote plus le pack plus les vitres arrière teintées, ça coûte 5600 €. D'ailleurs, elle n'a pas les vitres arrière teintées. Ah oui, il semble pas, ouais. Faut mettre 5600 balles pour avoir une version qui est vraiment bien équipée. Et si tu veux les sièges rafraîchissants et massants, c'est 3007 de plus. Pour avoir des sièges en cuir, on n'a pas. On n'a pas ça. On n'a pas. Bon allez, vas-y, dis-moi si on peut faire des manœuvres avec. Là, je suis pas en mode rampage, donc c'est moi qui dois accélérer. Allez, j'y vais avancer d'un centimètre. Ouais, c'est pas mal. Ouais, mais on sent quand même ce frein mécanique qui décroche, tu vois. Hop, là, ça va. Allez, maintenant en marche arrière, parce que parfois en marche arrière, ça peut être plus brutal. Oh, ça va quand même. Hein. Moi, je trouve que le One Pedal, il est un peu moins bien géré que par exemple la Polestar 2, qui était vraiment au niveau de Tesla, c'était vraiment top. Je trouve que sur la Polestar 4, c'est un peu moins bon. Mais au moins, on peut tout avoir. On peut être en One Pedal marche avant, marche arrière, ou en rampage avec plusieurs niveaux de régène. On n'a pas de palette, mais comme tu l'as dit, avec le bouton sur le volant, bah, c'est comme si on avait des palettes au final. Ah, il a détecté stop, il y a marqué stop sur le tête haute. Ouais, mais il détecte aussi les stops des pistes cyclables, donc bon. Ah, c'est embêtant. Et toi, il te dérange pas ce bruit de clignotant alors? Pas du tout. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une enceinte qui grésille. Est-ce qu'on peut se faire tout de suite une prévision, une estimation du test de régène? Oh là là. Parce que moi, je pense que ça régène très très fort. Même trop fort. Genre en dessous des 120 mètres, qui pour nous est la limite du confort, quoi. Ah, je pense pas. Alors vas-y, donne une estimation. Allez, je vais faire 125. Moi, je dis 115. Allez, c'est parti. Ok. C'est enregistré, c'est dans la caméra. Bon, alors le confort. Bah, déjà au niveau des sièges, c'est plutôt plus mou que dur, mais tout en restant dur. Là, je ressens un peu ce dessus mou, tu vois. Mais on sent qu'en dessous, c'est quand même là pour être ferme, tu vois. C'est ça, donc ça, c'est ce que t'aimes, je le sais. Ouais. Et les suspensions? Alors, suspension, je trouve qu'elle est plutôt en mode confort, la voiture. Ouais, ouais, je dirais plus quand même mode confort. T'as parlé de l'OS. Moi, je trouve qu'Android Automotive, c'est pas mal. Je trouve qu'il y a un point fort qui est absolument gigantesque. C'est les apps. Le nombre d'applications, je veux dire, quand t'écoutes par exemple de la musique en streaming, t'as absolument tout. Que vous écoutiez votre musique sur YouTube Music, sur Deezer, t'as l'application dans le store, c'est trop génial. Par contre, je trouve que on est quand même assez rapidement limité. Ça reste assez sommaire, les réglages possibles dans la voiture. Et même au niveau du tableau de bord sur la voiture, tu vois, par exemple le tableau de bord derrière le volant, on sent qu'ils ont privilégié le fait d'avoir quelque chose de très épuré, mais parfois presque trop, parce que ceux qui ont envie d'avoir plus d'informations, ben, il n'y a pas possibilité. Et donc, il y a Apple CarPlay, mais il n'y a pas Android Auto. Au début, ça m'a choqué, du coup, le fait de ne pas pouvoir mettre directement sa couche Android Auto. Et là, je reviens à ce que tu m'as dit plein de fois avec plein de voitures. Je me disais, ouais, mais tu te rends compte, être dans une voiture, t'as besoin de ton téléphone, elle se suffit elle-même. Je dis, ouais, mais il me manque toujours un truc, mais au final, Android Auto, ça me va. Bah là, faut avouer qu'avec Android Automotive, on est en relié son compte Google, avoir son YouTube Music qui est relié à son compte, son YouTube à soi qui est relié à son compte. Au final, on a un téléphone, enfin, c'est son téléphone, la voiture. C'est comme s'il y avait une tablette Android en plus. Au final, bah, effectivement, mon téléphone, j'en ai pas besoin. Et donc, Android Auto, ah, j'en ai pas vraiment besoin, en fait. Mais il y a une limitation, c'est qu'en l'occurrence, l'application Coyote n'est pas disponible sur Android Automotive sur cette voiture, en tout cas. Et elle l'est sur Android Auto. Bah là, du coup, je peux pas avoir Coyote dans la voiture. Pourquoi t'as Coyote, petit filou? Il y a des surprises parfois, tout en respectant les limitations de vitesse, évidemment. Donc, dans l'OS, t'as un multi-profil, chacun peut avoir son profil, etc., avec ses propres réglages, machin et tout. Tu peux aussi relier une clé à ton profil. Tu peux avoir la clé sur téléphone, que sur iOS, c'est ça? Ouais, c'est que sur iOS ou Apple Watch. Par contre, ça n'empêche pas que sur l'application, on peut ouvrir la voiture, lancer la clim, etc. Pour pouvoir faire un peu les actions de base qu'on peut faire sur une voiture. Et d'ailleurs, l'application, toi, tu l'as, qu'est-ce que t'en penses? Bah, alors, déjà, il y a beaucoup de orange. Ah oui, c'est vrai qu'on pourrait le préciser, il y a quand même beaucoup de orange, c'est le thème de cette voiture. Et l'application, c'est pareil.
des grosses tuiles, un peu à la Windows mobile, je trouve. Exactement, c'est Windows Mobile. Et alors, elle est bien? Il y a le minimum syndical, je dirais. J'ai rien trouvé d'extraordinaire dans l'application. Alors après, on a une version un peu simplifiée de l'application parce qu'on n'est pas propriétaire de la voiture. Quand tu es propriétaire, tu as plus de choses. Bon, et donc là, on est en ville, tu kiffes, c'est cool, parce que c'est une grosse voiture quand même. Hein. Bah, je trouve qu'elle se prend très rapidement en main. Je trouve que le feeling est quand même plutôt bon. Il y a juste cette histoire, effectivement, quand on met la régène au niveau max, où je trouve qu'il y a un petit effet de bascule entre le neutre et la régène. Mais sinon, je trouve qu'en ville, elle se conduit plutôt très bien, c'est fluide. Parce que pour rappel, quand on la voit comme ça, on se dit ouais, c'est une petite voiture, enfin c'est une voiture de taille normale et tout, c'est la taille d'un Xpeng G9 quand même. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais, je m'en rendais pas compte. Ouais, tu vois, c'est un gros bébé, hein, 4,86 m, un truc comme ça je crois. Je mets la bonne taille en dessous. C'est énorme, hein, c'est une voiture énorme. Je m'en étais pas rendu compte une seule fois depuis que je la conduis. Bref, là on est en ville. Et en ville, on aime bien regarder un peu si les gens regardent la voiture. Et moi personnellement, j'ai été hyper étonné dans sa couleur grise et tout. Enfin, c'est une voiture qui est très très belle, mais aussi très très sobre. Et moi, je me suis dit, personne regardera cette voiture. J'ai vu énormément de gens s'arrêter autour, demander ce que c'était comme voiture, dire qu'elle était hyper jolie, etc. Et en fait, cette voiture, les gens la regardent énormément. C'est peut-être toi qui regardais JC en fait. Ah, peut-être. Ouais. Non, parce que c'est quand j'étais pas dans la voiture, ils disaient, waouh, quelle belle voiture. Donc, c'est pas moi. Petit point conso, Alex. Attends, je regarde. Parce que là, on a dit beaucoup de choses positives sur cette voiture. Elle a pas énormément de défauts, on peut le dire. Mais au niveau conso, voilà, au niveau conso, je pense que là, on va être sur un effet waouh, mais dans le mauvais sens. Ça me paraît beaucoup. Et je dois dire un truc qui, à ce niveau de prix et pour une voiture chinoise qui est un peu tech, etc., est étonnant. C'est que, puisqu'on est en ville, eh ben, il n'y a pas de parc auto. Il n'y a pas de système pour garer la voiture toute seule. C'est fou ça. Alors par contre, la caméra 360 est très efficace. D'ailleurs, je sais pas si je peux la mettre en roulant. Tiens. C'est quand même bien si je peux mettre les caméras en roulant. Non, c'est marrant de mettre la caméra avant, je vois pas l'intérêt. Mais je peux conduire en regardant l'écran. Essaye d'aller jusqu'au bout avec la caméra avant sans regarder par le pare-brise. Putain, c'est flippant quand même. Vu qu'ils ont viré la vitre à l'arrière, autant virer la vitre à l'avant et conduire via l'écran, ce serait cool. Ouais, non, c'est trop dangereux, j'arrête. Ça me flippe quand même. Bon, eh bien voilà, on arrive à la fin du trajet de ville. Attends, je cache l'écran parce qu'en fait on voit la console. Hop, voilà. La console astronomique. Ouais. C'est un peu le problème de toutes les marques Geely, donc le groupe à qui appartient Polestar. On a rarement vu une Geely efficiente. Ça, c'est vraiment la problématique un peu de ce groupe. De toute façon, chez les Chinois en général, l'efficience, c'est pas trop un débat. C'est pas ce qu'ils recherchent le plus. Les Européens, beaucoup plus que ça. C'est pas bien là, la console, Alex, c'est ça? Bah là, tu vois, j'espérais même faire moins que ça sur route. Là, on est vraiment dans les meilleures conditions pour une voiture électrique. Il fait 20 degrés, 21, un peu de soleil, très peu, pas de clim du tout même. Les batteries à bonne température, c'est parfait quoi. Donc là, elle a pas d'excuse, la Polestar, pour faire une conso. Et je peux vous dire tout de suite, elle est pas à 10 kWh, ça c'est sûr. Allez hop, on fait la photo. Bon voilà, donc là on a pris les consos, on vous les donne à la fin de la vidéo. On se les partage pas, c'est un peu la surprise. Et moi, vu que je reste dans la Ioniq tout le long du trajet, bah, je ne saurais aucune conso de la Polestar, je suis dégoûté. Et maintenant, on va passer au traditionnel concours de vitres que le monde entier nous envie. 3, 2, 1, go. Ouais, laisse tomber. Bam. Je pense que c'est la vitre la plus longue à descendre de toutes les voitures qu'on a essayé. Allez, la vitre arrière. Ah putain. Bah, faut que j'aille voir, attends. Bah tu vas voir que dalle. Tu vas voir que c'est pourri. Ouais, non. Bah non. Non. Dommage. Hein. Franchement, et pourtant, la porte, elle est grande quand même. Tu te dis, comment tu fais pour pas rentrer ça, là? Je comprends pas. On passe à la route. Le parcours routier, c'est 25 km composé en grande partie de portions à 80 km/h avec des ronds-points. Là encore, le dénivelé est très faible. La vitesse moyenne est généralement de 65 km/h. Un petit Shifumi? En ce moment, Alex, il reprend du poil de la bête là. Il me rebat. Vas-y. Shifumi. Putain, j'en ai marre. T'as gagné? J'ai fait 6-0. Ah ouais? Non mais là les gars. Il est malade, hein. Les neurones réagissent pas aussi rapidement que d'habitude. Je dirais que d'habitude c'est pas très rapide, mais là c'est encore très lent. C'est terrible. Bon, j'ai gagné, je passe devant. Ça permettra de faire la manœuvre et que je vois avec la caméra quand je vais marche arrière si j'ai quelque chose qui me dit attention, une voiture arrive. Alors vas-y, parle de ta petite caméra là. Je viens de mettre la marche arrière, donc là ça passe en caméra de recul. Là on voit donc la vision tête haute. On voit la petite Ioniq 28 qui arrive derrière. Et donc là si je voulais reculer, est-ce qu'elle me dirait attention? Moi, elle me dit rien du tout. Ah, si elle me dit attention là, mais il faut vraiment que la voiture soit derrière. Hein. C'est pas une détection de l'arrivée de la voiture, c'est vraiment une fois que la voiture est là qu'elle me dit quelque chose quoi. C'est pas
très très présent. Par contre, la qualité de la caméra est très très bonne. Franchement, rien à dire. Alors, je voudrais dire un truc. C'est que quand j'ai essayé la Polestar 2, les aides à la conduite étaient vraiment pourries. Surtout au niveau du volant, ça sonnait tout le temps dès que tu bougeais pas assez le volant. Vraiment un mauvais souvenir. Comment ça se passe dans la Polestar 4, mon cher Alex? Alors, bon déjà pour l'activer, ça c'est simple. Faut avouer que la simplicité est quand même présente dans cette voiture. On a le bouton ici qui est activation du régulateur avec maintien dans la voie, donc on appuie une fois dessus. On a le volant qui s'affiche au tableau de bord, pareil dans le tête haute. On a également la petite voiture avec les lignes pour indiquer qu'on est donc en maintien dans la voie et régulateur. Et donc là on a sur la gauche plus moins, donc quand on appuie une fois dessus, ça augmente de 5 en 5. Si on reste appuyé, ça augmente de 1 en 1. Et dès qu'on veut le temporiser, on appuie sur la croix qui est en bas, hop. Et si on veut le remettre, on appuie sur le résume qui est en haut et on retrouve la vitesse qu'on avait confirmée jusqu'avant. Donc au niveau maintien, je trouve que ça va plutôt bien. Par contre, moi je trouve que le volant est un peu trop rigide. C'est que dès qu'on veut un peu déplacer la voiture, là ça coupe. Donc c'est encore une voiture qui dit c'est moi qui conduis et toi qui m'assistes et pas l'inverse. Ouais, mais par contre, quand tu mets le clignotant, par exemple, ça libère complètement le volant. Tu peux faire ta manœuvre tranquille. Il n'y a pas une résistance à franchir. C'est quand même pas mal. Ouais, ça c'est pas vrai que c'est bien. Et par contre, quand tu bouges le volant et que ça coupe le lane assist, dès que tu lâches le volant, ça le remet. Oui, il n'y a rien à réactiver. Comme la plupart des marques de voitures, il y a juste une marque qui le fait pas. Mais... Après, on va avoir des messages négatifs en commentaire. Bon, donc la voiture, elle lit les panneaux. Est-ce qu'elle peut s'adapter automatiquement aux panneaux? Alors oui, dans le menu, on peut le faire. Je t'avoue que moi, je l'ai pas essayé. Donc je pense que toi, tu l'as essayé. Donc tu vas pouvoir répondre à la question. Elle lit pas mal les panneaux. Sincèrement, c'est mieux que la plupart des Chinoises qu'on ait pu essayer. On voit quand même qu'il y a des gens en Europe qui bossent dessus. Mais il y a quand même toujours des erreurs. Donc... globalement, la synchronisation automatique du régulateur sur les panneaux, tu l'utilises pas trop comme d'habitude. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'il y a un bouton comme chez Renault ou comme chez BMW, etc. Quand tu es au régulateur avec pas en mode automatique, tu peux appuyer dessus et elle s'aligne automatiquement à la vitesse à laquelle elle pense pouvoir rouler. En fait, c'est le bouton résume que j'ai parlé juste avant. C'est qu'en fait, là, si par exemple, là, je me mets à 75 parce que j'ai envie de rouler à 75 et que là, le panneau indiqué est 80, si j'appuie sur le bouton du haut, là, elle se règle à 80. Et si le panneau passe à 70, j'appuierai dessus, je repasserai à 70. Volant capacitif ou pas? Attends. Je vais attendre qu'elle m'engueule. Je vais tester ça en live. Vraiment, elle m'engueule pas. Ça dure longtemps, là. Ah, ça y est, j'ai le volant. En plus, ça s'affiche dans le tête haute. Ah, je sais pas trop, j'ai l'impression que c'est elle qui s'est débloquée toute seule. Moi aussi, je sais pas trop s'il y a un volant capacitif parce que quand tu remets tes mains dessus, le volant orange il disparaît au bout d'un certain temps. Je me demande si c'est pas, tu sais, non capacitif, mais tellement sensible que en fait ça fonctionne comme du capacitif. Peu importe de toute façon, quand tu roules avec en long trajet, elle t'engueule jamais en gros. Si t'as les mains sur le volant, elle t'engueule pas. Donc c'est comme si c'était du capacitif en fait. Bon après, la voiture ne ralentit pas à l'approche d'un rond-point, elle ralentit pas en fonction du GPS, si je dis pas de bêtises. Non. Donc c'est un régulateur adaptatif assez simple, mais très cool à utiliser. Ouais, non, je trouve ça très bien. Moi, le seul défaut que je peux lui donner, c'est que je trouve que parfois, il est un peu sec. Elle met des à-coups, en fait, voilà. Le régulateur, il met des à-coups parfois en ralentissement, mais sinon, il est top. Ah si, il y a un truc que je trouve d'ailleurs insupportable. C'est que très rarement, il se met à la vitesse. Il reste souvent au kilomètre-heure en dessous. Ah, et puis, est-ce que tu as eu le bug de l'affichage de vitesse qui fait 130, 129, 130, 129, 129, 130, 130, 129? Voilà, c'est ça. J'avoue que sur long trajet, avoir le 129 permanent, le 130, ça m'énerverait, quoi. Bon, sinon, il y a un truc qui est cool sur la route quand même, c'est une voiture qui éclaire bien. Donc là, on a l'option feu matriciel. Qu'est-ce que t'en penses? Tu l'as roulé de nuit? Ouais, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Juste, des fois, je trouve que elle en fait un tout petit peu trop. Elle active, elle désactive. Des fois, c'est un sapin de Noël devant toi, tu vois. De nuit, c'est PAM. Mais par contre, ça marche bien et ça éclaire quand même majoritairement toutes les zones qu'on peut éclairer, quoi. Donc, sans que personne se plaigne en face. Bon, eh bien, retrouvons-nous à la fin de la route. Bon, eh bien voilà, on a interverti les positions. Alex est passé devant moi. Il va un peu plus vite que moi avec son régulateur. Qu'elle est à 90, je vois qu'il s'éloigne. Si je me souviens bien, il y avait 1 ou 2 km d'écart entre le compteur et la vitesse GPS sur cette voiture. Kilomètre-heure, tu veux dire? Ouais, kilomètre-heure, évidemment. Allez, on arrive à la fin de la route. Attends, je me pose et toi, tu vas tourner autour de moi. Ah, c'est vrai que c'est toi qui fais ça d'habitude. Là, j'ai pas l'habitude de faire ce rouler-bouler. Mais en fait, le fait que je sois malade et que tu restes dans la bagnole tout le long, je pense que ça te fait plaisir avec cette bagnole. Ça aurait été une Jeep Avenger, t'aurais été en dépression. Mais là, je te sens bien, là. Bon, ça va, ça tombe bien. Allez, on teste le diamètre de braquage, vas-y. Voilà, attends, si je braque à fond... Il va niquer ma caisse. Alors, c'est comment? Ah, c'est pas mal quand même. Il y a mieux, mais tiens, ça va, ça. Mais tu sais, un tour suffisait. Hein. Ah bon?
Ah bah je vais prendre une photo vite fait, tiens, en attendant. Allez, on prend une photo de la conso. Allez, je raccroche à glisser. Bon, au niveau de la conso, je peux juste vous dire que c'est un peu moins que la route. Alors, maintenant, je peux te le dire à toi, en fait. De quoi? Bon, au niveau de la conso, je peux juste te dire que c'est un peu moins, un peu moins que la ville. Je sais pas si c'est intéressant, mais ok. T'aimes ces rétros? J'adore les rétros Volvo Polestar où la vitre elle est collée sur le rétro et c'est tout le rétro qui bouge. Ce qui fait que c'est un rétro sans bordure. Putain, mais c'est tellement beau. Par contre, je sais pas si ça coûte pas plus cher quand tu tapes. Mais on s'en fout, ouais, c'est beau. Allez, on passe à l'autoroute. Le parcours autoroutier, c'est environ 90 km en aller-retour sur l'A660 et l'A63 en direction de l'Espagne. Là aussi, le dénivelé est très faible, le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. Allez, on passe au Shifumi. Alors, avant tout, on va attaquer l'autoroute. On va pas faire une démo du planificateur parce que c'est un planificateur qu'on a vu 100 fois, mais parlons-en quand même pendant qu'on est arrêté. Donc c'est Android Automotive, donc c'est un planificateur de Google. Il te fait ta route, il te fait tes arrêts, tu peux changer des arrêts, il te met en permanence le pourcentage à destination. Bah même là, regarde, tu vois, j'ai mes raccourcis de domicile. Bah là, il me dit en permanence qu'il me faudrait 15 minutes, 20 km et que j'arrive à 87% chez moi, sans même avoir cliqué dessus, quoi. Maintenant, les défauts qu'on peut attribuer à ce planificateur. Déjà, moi j'ai trouvé que sur mon trajet road trip quand je l'ai amené ici, il était trop optimiste. J'arrivais souvent en dessous du pourcentage. Je pense que c'est parce que la voiture est assez récente et qu'il faut amasser plus de data, etc. Mais j'avais trouvé ça un peu dommage. Faut toujours mieux pessimiste, 1 ou 2% en trop, c'est bien, mais pas l'inverse. Ensuite, à chaque fois qu'on a essayé des voitures avec le planificateur Android Automotive, la planification de base, c'est souvent complètement claqué au sol. Ça nous fait arrêter sur des bornes toutes pétées en dehors de l'autoroute où il y a une seule... Je ne comprends pas quel est le schéma de ce planificateur. Alors en fait, moi, c'est vrai qu'avec ce genre de système, je suivrai pas les indications qu'il me donne. C'est juste que je m'en servirai pour trouver moi-même mes bornes. Disons, je vais à Paris, et après sur la route, quand j'ai envie de m'arrêter, je fais tiens, vas-y, chercher une borne de recharge et je la focuserai, quoi. Non, mais par contre, moi, je trouve que parfois, même rechercher des bornes comme ça, c'est pas très clair, tu sais pas trop où elles sont. C'est bien, mais pas top. Et il a un autre défaut, c'est qu'on peut pas sélectionner des opérateurs de recharge qu'on veut. Par exemple, si on a un abonnement chez Electra, chez Atlante, chez Ionity, on peut pas toujours dire je veux aller que chez Electra, Atlante ou Ionity. On peut choisir que les cartes de paiement. Voilà. Sauf que maintenant, la plupart des cartes de paiement sont multi-réseaux. C'est pas le principe d'une carte de paiement. Le but, c'est de pouvoir charger partout sans se dire ah ben ça marche pas ici. Et donc, en mettant juste une carte de paiement, ça avait un sens il y a des années, on va dire. Aujourd'hui, ça n'a plus. Il y a un seul truc qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire je paye avec Tesla et donc il va faire un trajet uniquement chez Tesla. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui sort bientôt là-dessus. Abonnez-vous où je fais un trajet avec cette voiture uniquement chez Tesla. Par contre, on peut choisir les différents niveaux de puissance qui sont 50 kW ou plus, 150 kW ou plus, donc là ça limite toutes celles qui sont en dessous de 150. Et là 350 kW ou plus, et là ça met vraiment que les grosses bornes. Bah là c'est pareil, tu vois, il devrait y avoir un choix 200 et plus. Vu que la voiture charge à 200, il faudrait que ça soit je veux que les bornes qui chargent en 200. Il devrait limite y avoir le mode optimisé pour votre voiture. Et autre défaut, on peut dire à quel pourcentage on veut arriver à destination, mais on peut pas dire à quel pourcentage on veut arriver aux bornes. Bref, c'est un bon planificateur, ça marche bien, mais bon, c'est pas ouf et il n'y a pas assez de réglages et on lui préférera toujours ABRP. À noter qu'il y a l'application ABRP qui est disponible sur le store de la voiture, mais on l'a essayé chez Renault, on l'a essayé sur la Mégane, sur la Renault 5, sur la Renault 4 et là sur la Polestar, ça ne marche absolument pas. Je comprends pas. Bon, Shifumi. Allez, Shifumi. Ah, t'es chiant. Putain, c'est pas possible, putain. Tu me saoules. Shifumi. Ça va durer des heures, putain, j'en ai marre. Shifumi. Je vais crever avant la fin du truc. On va dire que c'est interdit de faire feuille. Oh, mais non, on fait ce qu'on veut. Bah si. T'es chiant, putain. Vas-y. Shifumi. Bon, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Shifumi. Lui, j'en ai marre. Vas-y, passe devant. Mais non, Non, je m'en fous. C'est trop long. C'est chiant, j'en peux plus. Allez, casse-toi. Ah non, c'est bon, il y en a pour 2 heures, là. On y est encore demain, là, si on continue. La probabilité comme de faire autant de fois le même choix, c'est fort quand même. Est-ce que la voiture compte la consommation à l'arrêt? Alors j'ai pas vérifié justement, là je viens de regarder sans regarder en fait. Ah oui, c'est sûr. Je crois que je suis quasi sûr que c'était le cas, parce que je crois que j'avais plus... Oh, j'ai un doute. On regardera à la fin de l'autoroute. Et un truc bien, on voit que la consommation, elle est bien comptée à l'arrêt. Donc ça prend en compte toute la console de la voiture. Mais tu m'as dit que tu n'avais pas vérifié. Et comme on a pu le voir,
Bah en fait, elle prend pas la consommation à l'arrêt, parce que depuis tout à l'heure, la consommation n'a pas évolué depuis que je suis arrêté. Ah, il fait 2 versions en fait, mais on regardera à la fin de l'autoroute, on a dit. Oui, voilà, mais au moins, c'est tourné, quoi. C'est dans la boîte. Bon, allez, JC a déclaré forfait, à force d'avoir fait je sais pas combien de Shifumi avec la même valeur à chaque coup. On est parti pour l'autoroute. Bon, donc, cette voiture, on peut le dire, 100 kWh de batterie, c'est énorme. Enfin, ça, c'est la capacité brute. Hein. La capacité nette, c'est 94, mais quand même. 100 kWh de batterie, ça prend 200 kW de charge. On en reparlera après. C'est une routière. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne sur l'autoroute. Déjà là, vas-y, petite accélération, là, dis-moi. Mode sport, ah oui, non, il n'y a pas de mode. Ah. Bah, c'est suffisant, je dirais. C'est réactif, ça part un peu, mais à aucun moment, je me dis, je suis dans une voiture qu'on voit, quoi. C'est bien. Voilà. Mais par rapport au véhicule électrique aujourd'hui, c'est dans le milieu de... Allez, milieu plus quoi. Ouais, par rapport à cette gamme de prix et tout, je dirais que c'est même plutôt milieu moins. Alors pour la gamme de prix, je suis d'accord. Après, il y a une version 2 moteurs pour ceux qui veulent de la puissance. Là, c'est la version à un seul moteur en roue arrière. Mais c'est vrai que 280 chevaux, on a vu des voitures comme par exemple une BMW i4 avec une puissance comme ça. L'arrivée de la puissance, elle est plus sympa, elle est meilleure, elle donne plus de sensations. Ça, c'est quand même assez mou. Édulcoré quoi. Aucun coup de pied au cul dans l'accélération. Donc là je suis sur autoroute, je me suis mis à 105 et là la limitation est 130, j'appuie sur le petit bouton du haut là, hop, qui se synchronise avec le panneau, paf 130 et j'ai activé le changement de voie auto. Et là c'est le drame. Alors on parlera de plein de choses après, parlons du changement de voie auto parce que c'est franchement une catastrophe. Donc là la voiture m'indique que j'ai possibilité de changer de voie vers la droite, parce qu'à la gauche j'ai vu que c'est une ligne blanche, je vais mettre le clignotant. Donc là, elle le fait toute seule. Et on va dire ça se passe bien. Là, franchement, pas de souci. Donc là, quand on la laisse faire, bah ça gère plutôt bien. Mais en fait, il y a un problème, c'est que le changement de voie auto, des fois, il n'y a pas le temps. Il y a trop de voitures, trop de circulation, il faut le faire soi-même, le changement de voie. Et là, c'est le drame. Donc là, je change de voie moi-même. Voilà, je mets le clignotant et c'est moi qui change de voie. Voilà. Et là, bah elle coupe tout. Alors que j'étais au régulateur, maintien dans la voie, là j'ai plus de régulateur, plus de maintien dans la voie, elle m'a mis roue libre. Et là si je reprends pas l'accélérateur, bah elle ralentit quoi. Là c'est juste pas possible ça. Le fait de tout couper, elle le fait pas tout le temps. Par contre, quand tu fais toi-même ton dépassement alors que tu as le changement de voie auto activé, elle t'engueule. Il y a une alerte, un truc dans l'écran qui dit changement de voie auto annulé. Mais en fait, mec, c'est moi qui conduis, tu me laisses et tu dis rien quoi. Et en plus des fois, elle coupe tout parce qu'elle se dit je sais plus faire. Alors là vraiment, c'est vraiment n'importe quoi. Donc en gros, sur autoroute, changement de voie auto, oublier, désactiver, ça c'est plus gênant que aidant quoi. Et là j'ai l'exemple, régulateur à 130 et la vitesse elle est stabilisée à 129 permanent. C'est juste hyper énervant. Bon, sinon, allez, on est sur l'autoroute. On va calculer les consos d'autoroute pour déterminer les autonomies. La vitesse de charge de cette voiture, ça monte à 200 kW, on l'a dit en DC. C'est du 400 volts. Ça veut dire qu'elle est compatible avec absolument toutes les bornes du marché, même chez Tesla. On prend 200 kW chez Tesla. Et donc, le 1080, il est donné pour 31 minutes. Je vous affiche la courbe de charge parce que je l'ai faite. Elle est là. Et moi, j'ai fait le 1080 en 30 minutes. Donc, on l'a vu, il y a un planificateur, moteur de recharge de borne, pourcentage à destination affiché, etc. Donc ça c'est top. Préconditionnement. Alors préconditionnement il est uniquement automatique. Donc il faut avoir mis une borne en destination dans le GPS, soit en laissant le planificateur faire et du coup forcément il met des bornes en pointe de destination. Donc il y aura le préconditionnement qui se mettra au moment venu. Et il y a un affichage du préconditionnement quand il s'active. Alors c'est juste éphémère, il y a un petit pop-up qui apparaît avec marqué préconditionnement de la batterie. Mais par contre il n'y a pas possibilité dans le menu recharge de lancer le préconditionnement au choix si on n'a pas envie de mettre une borne en destination par exemple. Donc la voiture n'est pas compatible plug and charge et auto-charge, on n'a pas testé mais normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Bon maintenant Alex, on va regarder est-ce que le régulateur de vitesse accélère quand on double. On aime bien ça. Alors là c'est parfait, je suis derrière une voiture à 105, régulateur à 130, je vais mettre le clignotant, change de voie, voilà. Voilà, alors elle accélère brutalement d'un coup, mais j'étais quasiment dans la voie quand elle l'a fait. C'était un peu plus que mi-voie quoi. Ok. Par contre c'est dynamique, je suis rapidement remonté à 130. Je voulais dire que sur le road trip que j'ai fait avec pour la descente de Paris, j'ai eu quelques freinages fantômes. Plutôt quelques ralentissements fantômes. Des ralentissements qui n'ont
aucune raison d'être. Il n'y avait pas quelqu'un qui venait sur ma voie, il n'y avait rien. C'est souvent au passage de pont par exemple où elle a un peu peur. Donc c'est pas encore terrible pour ça. Bon ouais, sinon niveau conso. Ah, vu le gabarit, c'est quand même pas mal. Donc là ça promet une autonomie quoi. Bah... Si elle avait 100 kWh de batterie... Non, je vais pas dire, c'est trop facile. Ça fait 500 km quoi. C'est ça, c'est ça. Voire un peu plus. Donc là ce qu'on va faire c'est que dans quelques kilomètres on fait demi-tour et là on intervertit les positions, je passe devant Alex et on se retrouve à la fin de l'autoroute, à tout de suite. Bon, eh bien, nous arrivons à la fin de ce trajet autoroutier. J'ai une consommation extrêmement basse. Je vais faire très mal à la Polestar 4, je vous le dis tout de suite. Bon, là, normalement, il y a Alex qui aurait dû répondre, mais il est en galère avec son micro. Allez, on sort. Alex n'a toujours pas son micro. Allez, on est arrivé. Ça y est, t'as ton micro, c'est bon ou pas? Non. Qui c'est qui va se faire chier à tout synchroniser? Putain, t'es pas un peu avancé là? Attends, je vais tomber dans le vide. Non, t'as encore 40 cm là. Bon, avant de partir, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est l'assistant vocal Google. Ah oui. C'est quand même hyper intéressant parce qu'il fait quand même pas mal de trucs. Il est branché à la voiture, on peut lui faire pas mal de choses. On peut lui faire régler le chauffage, couper la clim. Ferme les fenêtres. Sorry, it look like that device hasn't been set up yet. Elles ont pas cette up encore. Non mais dis-lui par exemple, coupe la clim. Coupe la clim. Compris, j'éteins l'air conditionné. Elle a rien fait. Hein. Coupe la ventilation. Bien sûr, j'éteins la ventilation. En fait, quand j'ai dit coupe la clim, bah moi j'ai pas vu ce qui s'était passé. Et c'est quand j'ai fait coupe la ventilation que là ça s'est arrêté. Voilà, donc ça c'est quand même assez intéressant. C'est toute la base de Google, donc vous pouvez demander à appeler la mairie de Gujan-Mestras, les horaires d'ouverture du Auchan du coin, trouver une borne, etc. C'est plutôt cool. Ça fait des choses en plus que les autres, par exemple, des choses en plus que Xpeng et des choses en moins. Xpeng peut plus manipuler la voiture que la Polestar. Bon allez, on se retrouve tout de suite pour le test de régène. Et nous revoilà dans notre petite zone industrielle. Pour faire quoi? Pour faire le test de régène. Comment ça se passe? Alex, il va se mettre sur cette route. Il va se mettre au régulateur à 80 km/h. Et quand il va passer devant moi, il coupe le régulateur. La voiture a le one pédale. Il va passer de 80 à 0 km/h. Et moi, avec un petit télémètre laser, je vais mesurer la distance qu'il a parcourue. Ça permet de mettre un chiffre sur la puissance du freinage régénératif. Donc là, on va voir. Il a dit 125 mètres, j'ai dit 115 mètres. C'est parti. Tu peux y aller, Alex. Allez, c'est parti. Allez, je mets le régulateur à 80. Et quand j'arrive au niveau de JC, hop, j'appuie sur le X. Hop là. Oh, les feux, ils ont mis du temps à s'allumer là. La passe en régène. Je la laisse aller jusqu'à l'arrêt complet. Et il a fait 110 mètres. Et moi, j'avais dit 115. Alors? Et t'as le sourire, hein, c'est que... Pas du tout. T'as le sourire du vainqueur, là. Tu as fait premier essai 110, deuxième essai 109. Ah ouais? Quand je dis que je trouve que le freinage régénératif est trop fort, on a la preuve par les chiffres, c'est trop fort. Et tu peux me refaire un tour en médium pour voir? Ah oui. Il va refaire un tour avec le freinage régénératif en médium. On va voir ce que ça va donner. Ouais, 200 mètres, du coup, c'est long. Le freinage régénératif fort, il est trop fort. Le moyen, il est trop moyen. Bon, bah voilà. Alors là, on voit bien la signature lumineuse, c'est quand même super joli. Hein. Mets les clignotants. Ah, c'est canon. Welcome in la test. Allez. Hop. On fait un peu le tour. Allez. Bon, déjà, le style, il n'y a Ah, rien à dire. Classe, épuré, sans en faire trop, pas de faute de goût. Par contre, c'est pas tape à l'œil pour autant. Ben justement, c'est ça l'avantage. Je sais que toi, t'aimes bien quand ça tape à l'œil. Un petit peu. Rien que l'intégration de la caméra, c'est joli, c'est carré, c'est beau, les feux avant et tout, j'adore. Est-ce qu'on se regarderait pas s'il y a un frunk? Ouais. Donc, faut tirer la manette là. Je le tire toujours 2 fois au cas où maintenant. Mais je crois que c'est 2 fois parce que là, pour le coup, il n'y a plus de sécurité. Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est un vrai 2 fois. Il y a des vérins. Donc Il y a un grand frunk. cache. Attention à la taille du frunk. Bah moi je trouve ça correct. Hein. Donc Alex a une Ioniq 6 avec 4 roues motrices, donc il a un tout petit frunk et lui il dit waouh. Bon, moi j'ai une Tesla, ça me paraît quand Bah même. déjà ça, je suis pas sûr de le mettre dans mon frunk.
C'est un peu petit quand même. Sinon, c'est propre. Ah, il y a une petite trappe aussi là. Hop. Oui, je pense qu'ils auraient mis comme ça, c'était un peu la même. Mais... Ouais, voilà. On peut parler aussi un petit peu des poignées. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a un débat sur les poignées. Ouais. Alors moi, j'aime Donc- bien les poignées affleurantes. Alors, Absolument. moi, je commence à détester les poignées affleurantes. Mais j'aime pas ces poignées-là. Ce que j'aime, c'est les poignées où tu passes en dessous, tu tires, genre Audi A6, genre BMW Mini. C'est les Maserati. mieux en fait. Et Maserati. Et celles-là, elles ont un petit problème. Je vous montre. Quand on l'ouvre, des fois, il y a un petit lag. Et donc, des fois, ça arrive qu'on appuie 2 fois en pensant que la première fois n'a pas été comptée. Donc, si j'appuie 2 fois et que je mets ma main, hop, c'est bon. Et il n'y a pas un truc qui rappelle pour dire tiens, il y a une résistance donc je vais rouvrir. Non, non, il reste bloqué là. Non, non, je lui nique sa main. Et là, du coup, là d'ailleurs, c'est un peu sadomaso quoi. Tu peux venir et Regarde, tu peux regarde. Non, regarde. Ouverture et fermeture à l'éloignement. l'approche, Ouais. enfin à l'éloignement, grâce à la clé. La Donc la clé- clé, elle est spéciale. Bah, c'est qu'il n'y a aucun bouton. Il n'y a pas de bouton. Voilà, c'est juste en gros un boîtier. En fait, dès qu'il détecte la clé à proximité, bah, du coup, elle sait qu'il faut s'ouvrir ou se fermer. Voilà. Et, Et, en plus, Et il y a au cas du RFID dessus. bah, je suppose que c'est du RFID pour avoir une solution de secours si jamais il n'y a plus de batterie. Du coup, en mettant ici, ça s'ouvre. Parce que là, on pourrait se dire, mais c'est pareil que d'appuyer là, du coup. Mais sauf que s'il n'y a plus de pile, forcément, elle ne détecte pas la clé là. Et moi, je trouve que parfois, tu t'approches de la voiture, elle s'ouvre pas. Il faut appuyer quand même. Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois de appuyer. Ensuite, il y a un autre truc que je voulais vous montrer au niveau du style. C'est un truc qu'on adore. C'est ça. C'est le sticker Polestar. Donc, il est présent sur toute la gamme Polestar. Il résume la voiture. Passons au coffre. Première chose avec le coffre. Il n'y a pas de vitre à l'arrière. Vous remarquerez que c'est très sale. Parce que c'est Alex qui a oublié de la laver. Il n'y a pas de vitre à l'arrière. Je voudrais dire un truc là-dessus parce que c'est important. On pourrait croire que c'est une nécessité, ils ont conçu la voiture comme ça, et que... mais en fait, quand vous regardez bien dans le détail, ici, il y a un rétroviseur caméra, mais on peut le passer en miroir. Ici, le coffre, on voit bien que c'est en 2 parties, et que si Polestar le voulait, il pourrait très bien remplacer ça par une vitre. Et quand on ouvre le coffre, Qu'on peut faire avec le pied. Ça marche jamais avec moi, je sais pas pourquoi. voilà, et bien ici, on a un petit cache, et quand on le tire, voilà, on se rend compte qu'on pourrait très bien avoir une rétrovision, une vue sur la vitre arrière qui serait ici, et qu'en fait, c'est complètement pas impossible de repasser de voiture en mode normal, quoi. Bon, allez vite fait, on regarde le coffre. Il y a un sous-coffre déjà. On peut mettre le câble, ou d'autres choses d'ailleurs. Il est profond, hein. C'est petit, ça fait penser un peu à la Renault 4. Il n'y a pas d'évidement sur les côtés, donc si vous faites du golf, terminé, ce ne sera pas la voiture qui est faite pour vous. Ouais. Et maintenant qu'on a parlé de l'absence de vitre, j'aimerais bien que tu nous montres comment c'est à l'arrière. Parce qu'à l'arrière, c'est vraiment genre mode limousine, quoi. Bah, comme tu disais, même en mode TGV quoi. C'est vrai que là, au niveau place, on est quand même plutôt bien. On a un coudoir qui repose directement sur la banquette. On a l'impression qu'il n'est pas maintenu de ce côté-là. Ouais, c'est trop bizarre, hein. Et donc dedans, on a juste devant un double porte-gobelet. On a des petits boutons ici qui sont des boutons électriques qui permettent d'incliner la banquette arrière. Mais par contre, à part cet espace-là, il n'y a rien, ça s'ouvre pas, il n'y a rien. Et on se demande, mais pourquoi il y a autant de matière pour pas avoir mis un rangement à l'intérieur? Et le petit emplacement devant la coudoir, là, l'emplacement noir, c'est pas induction. On peut mettre son téléphone, mais ça ne recharge pas. Petit écran ici pour gérer ta température, ton siège chauffant, etc., etc. En fait, j'ai fait monter des gens dans cette voiture. Et j'ai écouté ce qu'ils disaient, ils étaient hallucinés de l'arrière. Ils étaient ils sont dans une limousine. Et là, on le voit pas. Mais de nuit, tout est éclairé. Il y a des éclairages là dans les contreportes, En plus, etc. c'est bien fini quand hyper même, beau. les enchaînements de matière et tout là. Ah ouais, non, c'est trop beau. Vraiment, il n'y a rien à dire. Encore une fois, pas de faute de goût dans cette voiture. Et en plus, tu as une vue sur les sièges avant qui sont vraiment trop beaux. Ouais, et même les sièges respirent la qualité quoi. Bon, allez, on passe à la recharge. Donc pour la recharge, ça se passe à l'arrière gauche. Comme chez Tesla. Oui, certes. Donc là, pour ouvrir, on appuie sur la trappe et elle s'ouvre. Soit on peut le faire directement sur l'écran C'est central. un petit peu long, l'ouverture. Il n'y a pas de cache sur le T2, ça, on aime. Il y a un cache comme ça en plastoc. C'est chiant quand ça pendouille. Je vous montre pourquoi c'est chiant quand ça pendouille. Parce que si on repart, la porte va se fermer automatiquement. Et ça fait ça, on a oublié de l'enlever. C'est dégueulasse. Au secours. Allez, Alex nous sort son gros câble. Voilà. Un capté 2 triphasé parce que cette voiture charge en 22 kW. Mais c'est une option, on l'a dit, à 5000. Voilà. Enfin, Hop. il n'y a pas que ça à 5000 quand même. Ouais. Hop, on branche côté voiture, on branche côté borne.
Et maintenant, on va la remettre à 100% et voir ce que la borne a envoyé à la voiture par rapport à ce que la voiture dit avoir consommé au tableau de bord, ce qui va nous permettre de calculer l'écart à la recharge. Et si vous voulez une borne comme ça chez vous, vous pouvez remplir un petit formulaire sur le site lachaîneuve.fr, rubrique pose de borne. Vous renseignez quelques informations et vous serez contacté par jusqu'à 3 artisans. C'est sans engagement, vous êtes libre après d'accepter ou non les devis, mais au moins ça vous permet de savoir combien ça vous coûterait de mettre une borne chez vous. Et maintenant, on passe à quoi? On passe au conso. On prend nos téléphones parce que tout est dans nos téléphones. Là, je suis vraiment très très curieux parce que je l'ai eu une semaine, on l'a déjà dit. J'ai vu que des consos de zinzin. Je pense que ça va vraiment pas être terrible. En ville, on a fait 16 km, vitesse moyenne 28 km/h. Et moi, avec ma bibiche, la Ioniq 28, j'ai fait une consommation de 8,8 kWh au 100. Bam! Ah ouais. Ah ouais. Bon, et de mon côté, j'ai fait 14,6. Oh putain. Donc, toutes les consos s'affichent en bas avec les écarts en pourcentage entre les deux. C'est l'écart en pourcentage qui compte à la fin pour calculer les consos de notre protocole. Bref, là, je suis malade, j'ai du mal à aligner une phrase. C'est déjà, d'habitude, C'est compliqué. Alors là, c'est très très compliqué. Je réalise, en fait, en regardant les chiffres, que j'ai dit de la merde pendant le test. Parce que j'étais persuadé d'avoir vu une autre conso pour la route. Ah, elle a consommé plus sur la route. Elle a consommé en fait un peu plus. Donc, pour la route, on a fait 25 km comme d'habitude, vitesse moyenne 66 km/h comme d'habitude. Et j'ai consommé, c'est marrant, j'ai fait 8,8 sur la ville. J'ai fait 9,9 sur la route, dis donc. Ah ouais. Moi, j'avais fait 14,6 en ville. Là, j'ai fait 14,7 sur route. Voilà. J'ai remarqué que c'est souvent le cas des bagnoles un peu grosses, grandes jantes et tout. Finalement, la ville, elles n'arrivent pas trop à s'en sortir. Ça consomme un peu trop en ville, quoi. Ouais, Et après, quand tu as un peu d'aéro, ça va un peu mieux. c'est ça. Bon, on passe à l'autoroute. Ah, parce que c'est le plus intéressant, l'autoroute. Donc, t'as fait moins de 14,6 sur l'autoroute. T'es prêt? Donc sur l'autoroute, on a fait 120 km/h de moyenne. Et j'ai consommé, t'es prêt? 14,3. Ah ouais. Bon, moi, elle a réussi à consommer en dessous de 20. Waouh. Donc, ce qui veut dire qu'on fait, en gros, s'il y avait 100 kWh de batterie nette, Ouais, on ferait 500 km comme ça. Elle a fait 19,8. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer tous ces chiffres dans notre moulinette. On va vous sortir maintenant les chiffres tableaux. de conso Les tableaux. normalisés avec les tableaux. C'est parti. Est-ce qu'il faut encore que je vous explique comment ça marche? Je sais pas, mais je vais le faire quand même. Donc, on calcule les moyennes de toutes les consos de la Ioniq 28 sur les 51 précédents essais plus celui d'aujourd'hui. Et à ces moyennes, pour la Polestar 4, on applique les écarts en pourcent relevés aujourd'hui. Et ça donne les consommations suivantes: 15,4 en ville, 15 sur route et 22 sur autoroute. Pour une conso mixte de 17,5 kWh au 100. Et quand on croise ça avec la taille connue de la batterie, ça donne les autonomies suivantes: 610 km en ville, 627 km sur route, 427 km sur autoroute de 100 à 0% et 289 km entre 80 et 10%, soit entre deux bornes. Parce que ouais, sur l'autoroute, on recharge pas au-delà de 80%, on perd trop de temps. Vous le saviez pas? Eh ben vous le savez. L'autonomie mixte est de 537 km pour un WLTP donné à 620. Pendant notre essai, la voiture indique avoir consommé 34,89 kWh au tableau de bord. On a remis la voiture à charger à 100% et la borne nous indique avoir renvoyé 40,91 kWh, soit un écart entre la recharge et la conso de 17,3%, ce qui fait passer la conso mixte de 17,5 à 20,5 kWh au 100. Ça, c'est ce que vous payez vraiment sur votre facture d'électricité. Et ça classe la Polestar 4, aïe aïe aïe, à la 46e position sur 52. Et le classement, le voici. La Polestar 4 consomme juste un tout petit peu plus qu'un Scénic, mais moins qu'une Mustang Mach-E et qu'une Mercedes EQE 350+. Maintenant, on va parler vitesse de recharge. Quand on croise la vitesse de charge et la consommation sur autoroute, on arrive à un nombre de kilomètres rechargés par heure de charge. Et pour la Polestar 4, ce chiffre, c'est 579 km par heure de charge. C'est pas si mal et ça place la Polestar en 14e position. Et avec tous ces chiffres, on peut simuler le temps que la voiture mettrait pour parcourir 1000 km. Et ce temps, c'est 1 heure et 1 minute avec 3 arrêts recharge. Ça place la Polestar 4 en 11e position, ce qui en fait une bonne routière. Mais une simple modèle 3 propulsion mettra juste 3 minutes de plus. Bref. Et là, vous vous demandez combien ça coûte en électricité de rouler en Polestar 4. Ben on va vous répondre. À la maison, ça vous coûtera 3,40 € les 100 km. Et sur l'autoroute, au tarif max de 59 centimes le kilowattheure,
Ça sera 13 € les 100 km. Mais il y a plein de moyens de payer moins cher vos recharges sur autoroute. Rendez-vous sur la chaîne AV.fr, rubrique prix des recharges rapides. On vous donne les meilleurs réseaux et les meilleurs moyens de payer moins cher vos longues distances. Et hep, c'est pas terminé. Je vous avais dit que je ferais l'autopilote challenge de cette voiture, et ben je l'ai fait. Au niveau du lane assist, c'est simple, c'est du 5 sur 5. Au niveau du régulateur, 3,75 sur 8. On a dit que le régulateur était simple, ça se voit dans la note. Et au niveau des appréciations, 4,75 sur 7. Ce qui fait une note globale sur 20 de 13,5. Ce qui place la Polestar 4 à la 7e place du classement sur 28. Je vous invite à vous rendre sur notre site lachaînev.fr, rubrique autopilote challenge, et vous aurez le détail de toutes les notes. Allez hop, conclusion. Bon, bah voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chez moi sous la couette avec une petite tisane au miel. Ça te fera pas de mal. Voilà. Et toi, tu vas pouvoir faire toutes tes occupations de personnes en bonne santé. Ouais, je vais peut-être me prendre des cachets en préventif. Si vous aimez cette vidéo, bah, pensez à liker, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, bah, il serait temps de le faire. Bah évidemment. Bon, n'hésitez pas à donner votre avis sur la Polestar 4 en commentaire. On lit tous les commentaires. On répond à une grande partie des commentaires. Surtout lui. Et puis, si on répond pas à tous, au moins on les voit et on les like. Donc n'hésitez pas, si vous avez un truc à dire, dites-le en commentaire. Bon bah, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine pour une autre vidéo. La bise. Et vous serez contacté jusqu'à 3... Putain, j'arrive jamais. Par jusqu'à.